Bonjour et bienvenue dans La Neuro-c'est-dingo. Dans cet épisode, je vais te parler d'un sujet un peu plus sensible, celui des traumatismes du passé qui peuvent impacter notre vie. L'objectif n'est pas de te partager un simple avis personnel, mais le fruit de recherches et de réflexions appuyées sur des travaux sérieux en psychologie. Je sais que parler des traumatismes, c'est toucher à l'émotionnel, à l'intime et à ce qu'il y a parfois de plus fragile en nous, et que c'est important de le faire avec justesse, sans banaliser, sans exagérer et surtout sans l'intention d'imposer une vision unique. Ce que je veux t'apporter aujourd'hui, c'est une piste de réflexion à partir des connaissances que l'on a aujourd'hui sur le sujet en s'intéressant aux dernières théories défendues par des psychologues qui étudient le sujet. Le but n'est pas d'apprendre à oublier et encore moins de nier ce qu'on a vécu, mais juste de comprendre que notre passé ne doit pas nous empêcher d'écrire la suite de notre histoire. Et pour commencer, j'ai choisi de te partager une petite expérience personnelle qui m'a toujours fait beaucoup réfléchir sur l'idée que même en matière de traumatisme, on peut subir malgré nous le poids des normes et de la conformité. Je t'explique. Quand j'avais 10 ans, mon père est parti du jour au lendemain. Il a décidé de partir faire sa vie ailleurs en laissant derrière lui ma maman, à l'époque mère au foyer, et ses 2 enfants. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête ce matin-là, mais je me suis toujours dit qu'il avait dû en avoir assez et qu'il avait voulu changer de vie. Il est donc parti sans prévenir et sans explication. Mais le truc dont je voulais te parler, c'est de la réaction des gens. À chaque fois que j'ai eu l'occasion de parler de cet événement en disant simplement « mon père est parti quand j'avais 10 ans », les gens en déduisent très souvent, sans même en savoir plus, que je dois souffrir d'un terrible sentiment d'abandon. Et quand j'essaie de leur expliquer que ce n'est pas le cas, que je ne l'ai jamais ressenti comme ça, beaucoup restent fixés sur leur première idée, allant même parfois jusqu'à me dire que je ne m'en rends juste pas compte, comme si le sentiment d'abandon s'était caché tout au fond de moi sans que je le sache. Heureusement, j'ai toujours eu suffisamment confiance en moi pour ne pas douter de ce que je ressentais. Mais je me suis souvent dit que c'était quand même assez incroyable que les gens puissent, d'une certaine façon, penser à ma place et que si j'avais été plus fragile, je pourrais presque finir par croire que je souffre d'un trauma sans même le savoir. La vérité, c'est que dans mon histoire, il y avait beaucoup d'autres éléments qui ont influencé ma perception. Une maman très courageuse, une famille maternelle très présente, de l'amour, du soutien et un équilibre qui, malgré l'absence de mon père, a toujours été préservé. Et si je te raconte cette expérience, c'est parce que ce que j'ai vécu n'a rien d'exceptionnel. Tous les jours, des gens projettent sur nous leurs propres peurs et leurs propres interprétations. Souvent, ils pensent être bienveillants en se montrant attentionnés. Mais il ne faut pas oublier que chaque personne ressent et interprète les choses à sa manière. Et surtout que personne ne pourra jamais se mettre à la place de l'autre. Et c'est ce côté fataliste et les fausses croyances qui vont avec ce genre de réflexion qui m'intéressent et qui m'ont poussé à chercher à en savoir plus. Et ce que j'ai découvert mérite d'être partagé parce que ça ouvre sur de toutes nouvelles perspectives. À savoir que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on pensait qu'il fallait à tout prix faire parler les gens pour les pousser à évacuer leurs émotions après un événement dramatique pour éviter que le traumatisme ne s'enracine profondément en eux. Par exemple, après une catastrophe, les psychologues intervenaient souvent directement sur les lieux pour s'occuper des personnes qui avaient été témoins de l'événement en pensant minimiser l'impact du traumatisme. Mais des recherches récentes ont montré que ce n'était peut-être pas la meilleure chose à faire. En fait, plusieurs psychologues, dont Richard McNally, ont démontré que dans de nombreux cas, au contraire, le fait de faire raconter ce qu'ils ont vécu aux gens pouvait graver plus profondément le traumatisme dans leur mémoire émotionnelle et que parler de ces anciens traumatismes réactive les souvenirs douloureux, ce qui ne permet pas de les évacuer. Le cerveau, en ravivant encore et encore les circuits de la douleur, peut renforcer le traumatisme au lieu de l'apaiser. C'est un peu comme remuer le couteau dans la plaie et empêcher la blessure de cicatriser. Cela ne veut pas dire qu'il faut renier ou refouler ce qu'on a vécu, mais juste qu'on se dirige vers une approche de prise en charge différente. Ne pas remuer le passé sans fin, mais plutôt réapprendre à se projeter dans l'avenir. Ne pas essayer de se forcer à oublier, mais plutôt réapprendre à redonner du poids aux nouvelles expériences positives. Ou encore, travailler sur l'acceptation que ce qui est arrivé fait partie de notre histoire sans laisser cet événement définir notre vie. Après, il y a aussi de nombreux travaux
travaux du neuropsychiatre Boris Cyrulnik sur la résilience, qui eux sont plus centrés sur comment croire que l'on peut vivre une vie normale, même heureuse, après avoir vécu un traumatisme grave. Et ce monsieur sait de quoi il parle. Enfant, il a perdu ses parents déportés dans les camps nazis. Lui-même a survécu en échappant à une rafle grâce à l'aide de personnes courageuses. Toute son enfance a été marquée par la perte, la peur et l'errance. Et pourtant, il a réussi à se reconstruire, à étudier, à devenir médecin, neuropsychiatre et à consacrer sa vie à comprendre comment on peut guérir de ses blessures les plus profondes. Peut-être que tu connais déjà son travail sur la résilience, cette capacité que nous avons tous pour nous relever après un traumatisme, pour continuer de vivre et même pour retrouver le goût du bonheur malgré les blessures du passé. Il explique à travers ses livres et ses conférences qu'un traumatisme ne doit pas être une condamnation, que beaucoup de personnes ayant traversé des événements terribles peuvent avec le temps reconstruire une vie pleine de sens, d'amour et de joie. Cela ne veut pas dire oublier, cela ne veut pas dire nier ce qu'on a vécu, mais juste que la douleur du passé n'empêche pas la lumière d'entrer à nouveau dans notre vie. Je ne pouvais pas terminer cette partie sans te dire quelques mots sur ce qui se passe dans ton cerveau quand tu vis un traumatisme. Donc, en version courte, quand un événement traumatique survient, ton petit cerveau reptilien réagit pour assurer ta survie. Comme on l'a vu dans l'épisode sur les 3 cerveaux, c'est notre petite sentinelle, l'amygdale, qui s'active en premier en déclenchant une cascade de réactions chimiques, la libération d'adrénaline et de cortisol pour te permettre de fuir, de te battre ou de te figer. C'est une réponse naturelle, instinctive, qui te protège à court terme. Mais parfois, quand le choc est trop violent ou prolongé, ton cerveau imprime cette mémoire émotionnelle très profondément, comme s'il a gravé pour ne jamais oublier que ça a été dangereux. C'est ce qu'on appelle la mémoire traumatique. Cette mémoire est différente de la mémoire classique. Elle n'est pas rangée de façon aussi logique dans ton cerveau. Elle reste souvent associée aux émotions, aux sensations fortes, aux émotions brutes, sans forcément passer par des mots ou des souvenirs précis. C'est ce qui explique que certaines personnes, même des années après un traumatisme, peuvent ressentir des réactions très fortes, de la peur, de la panique ou un malaise face à une situation sans comprendre d'où ça vient sur le moment. Et c'est en fait un signal qui vient du cerveau qui lui a enregistré cette expérience passée comme négative. La bonne nouvelle, c'est que comme on l'a vu aussi, ton cerveau reste malléable. Rappelle-toi, grâce à sa neuroplasticité, il est capable de créer de nouveaux circuits, de réorganiser certains souvenirs et de diminuer progressivement l'impact émotionnel avec le temps et les expériences positives. Rien n'est figé. Ton cerveau peut même dans certains cas transformer une douleur en force, un peu comme une espèce de rage de vaincre. Après, comme je te l'ai expliqué au début en te parlant de ma propre expérience, il faut toujours faire très attention aux influences extérieures. Parce que quand on traverse une épreuve, on est souvent sensible aux paroles des autres. Leur interprétation, leurs conseils et leurs jugements, même bien intentionnés, peuvent nous toucher profondément, voire nous influencer. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un imagine que tu devrais souffrir que c'est forcément ce que toi tu ressens. Et il faut être à l'aise avec cette idée. Parce que si tu ne fais pas attention, tu peux finir par intégrer des douleurs, des peurs ou des blocages qui ne sont pas les tiens. Et au final te créer des problèmes qui n'existaient pas pour toi. Alors, rappelle-toi toujours que ton ressenti est légitime et prioritaire, même s'il ne correspond pas aux attentes des autres. Ton chemin est unique, même s'il ne suit pas les schémas classiques que certains pensent que tu devrais suivre. Personne ne peut savoir ce que tu as vécu. Personne ne connaît ta propre histoire intérieure. Et surtout, personne n'a le droit de t'imposer la façon dont tu devrais te sentir. Écoute-toi et fais confiance à tes choix. C'est ta vie, c'est ton chemin, c'est ton histoire. Et c'est fondamental de ne jamais l'oublier. On sait tous qu'il n'existe pas de recette miracle pour guérir des traumatismes. C'est un sujet qui est étudié depuis des décennies en psychologie. Et malgré toutes les avancées, malgré toutes les théories, la complexité de l'expérience humaine impose toujours une grande prudence. Parce qu'aucun parcours ne se ressemble, parce qu'aucune douleur n'est identique, et parce qu'il n'y a jamais qu'un seul chemin. Alors oui, on sait que la résilience est une force naturelle souvent insoupçonnée que chacun porte en lui, et qu'elle aide à surmonter les épreuves les plus difficiles. Mais encore une fois, l'état d'esprit joue un rôle clé, par la manière dont tu perçois ce que tu vis, par la manière dont tu choisis petit à petit d'avancer malgré tout. Tu comprendras donc
après tout ce que je viens de te dire, que je n'ai aucun plan, aucune recette, ni aucun conseil magique à te donner sur un sujet aussi personnel et aussi sensible. Je peux juste te partager une jolie métaphore qui peut ouvrir sur une piste de réflexion toute simple. L'idée, c'est d'imaginer la vie comme un grand livre. Un livre avec des chapitres lumineux et des plus sombres aussi. Des rebondissements, des pertes et des victoires. Quand tu vis un traumatisme, ce chapitre douloureux fait partie de ton histoire. Tu ne peux pas le rayer ou l'effacer, mais tu peux apprendre à tourner la page. Pas pour oublier, mais pour faire place à un nouveau chapitre en choisissant consciemment d'écrire la suite à ta façon. Chaque jour, tu as le droit d'ouvrir une nouvelle page. Chaque jour, tu peux choisir d'ajouter un mot, une phrase ou une couleur à ton histoire. Alors oui, dans ton histoire, il restera toujours des chapitres que tu n'auras pas choisis, des pages que tu aurais préféré arracher, des blessures que tu ne pourras pas gommer, mais ton histoire continue. Pas pour nier ce que tu as traversé, pas pour faire semblant que tout va bien, mais pour réaffirmer que tu portes en toi des forces que tu ne soupçonnais pas, la capacité de te relever, de créer, de ressentir, de donner, de recevoir, de rêver et de vivre. Et tu peux devenir tout ce que tu es capable de construire à partir de ces forces. Alors, j'espère que cette façon de voir la vie pourra un peu t'aider si jamais tu en avais besoin. Dans le prochain épisode, je te proposerai d'explorer le lien entre ton histoire personnelle et ta vie d'aujourd'hui. Mais cette fois, je t'emmènerai sur un terrain encore plus étonnant. Je te parlerai du passé, mais pas du passé comme on se l'imagine toujours, terminé, figé et même disparu, mais du passé vivant et du passé présent. Parce que contrairement à ce que l'on pense, le passé n'est pas toujours aussi fini qu'on ne le croit, et tu verras que les choses sont souvent plus subtiles et plus fascinantes qu'elles ne paraissent. Alors, je te donne rendez-vous dimanche prochain pour le 6e épisode de La Neurosédingo. En attendant, prends soin de toi et de ton mental. Merci d'avoir écouté cet épisode et belle journée à toi. Et n'oublie pas, je suis Nat, celle qui défend l'idée que ton mental peut devenir un véritable levier de transformation.